Ces dernières informations sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Disons-le clairement, il ne s'agit pas de rumeurs, il ne s'agit pas de suppositions en l'air, ce ne sont pas des faits pour autant, évidemment, mais ce sont des déductions qui découlent d'une enquête minutieuse. Et cette enquête, chacun en jugera, mais cette enquête fait état d'une étrange ronde médicale autour de Vladimir Poutine et elle conduit à l'idée qu'il souffrirait d'un cancer de la thyroïde. Alors on va poser la question, je le disais tout à l'heure, de savoir si le bulletin médical de Vladimir Poutine est une donnée politique à avoir en tête, qui joue un rôle dans ce conflit, qui joue un rôle dans les décisions qui peuvent être prises. D'abord, les faits, voici les indispensables. On retrouve Fanny Veil. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir David. Donc quelles sont précisément ces dernières informations? Qui, comment, pourquoi? Eh bien, ces informations, elles nous viennent d'un site d'investigation russe, Project. C'est un site indépendant. Il a même été interdit l'été dernier par le Kremlin et il est réputé pour ses enquêtes. D'ailleurs, ces informations sont relayées par le prestigieux journal The Times. Alors, qu'ont établi les enquêteurs du site? Eh bien, d'abord que l'équipe médicale de Vladimir Poutine a gonflé ces dernières années jusqu'à 9 médecins, principalement à son service. Et parmi eux, ces 3 hommes. Evgeny Selivanov, il est cancérologue, spécialiste du cancer de la thyroïde. Il travaille dans un hôpital dédié à l'élite russe, situé juste à côté du Kremlin. Mais il y a aussi Alexei Cheglov et Igor Rezakov, qui sont tous les deux spécialistes ORL, c'est-à-dire des oreilles, du nez et de la gorge. Deuxième fait établi par le site, ces médecins ont rendu visite à Vladimir Poutine très régulièrement. Evgeny Selivanov, 35 visites en 4 ans, 166 jours au total, soit 5 mois et demi passés aux côtés du président russe. Alexei Cheglov, 282 jours auprès de Vladimir Poutine, c'est presque une année entière. Alors comment ont-ils fait pour l'établir? Comment le savent-ils, pour le dire trivialement? Et pourquoi est-ce que ces informations, donc, du coup, sont prises au sérieux? Eh bien parce que pour arriver à cette conclusion, les enquêteurs ont expliqué leur méthode dans l'enquête. Ils ont scruté les allers-retours de Vladimir Poutine dans sa résidence de Sotchi sur les 4 dernières années et épluché les factures des hôtels alentours. Résultat, ils ont pu constater que ces 3 hommes séjournaient dans ces hôtels à Sotchi à chaque fois exactement en même temps que Vladimir Poutine, soit pendant qu'il y était pour des visites officielles, soit pendant des périodes de repos, soit à des moments où le président russe avait simplement disparu des radars. Et en mettant bout à bout ces éléments et en s'appuyant en plus sur les spécialités de ces médecins, le site a conclu Vladimir Poutine souffrirait d'un cancer de la thyroïde, ce qui expliquerait au passage aussi ses transformations physiques. Souvenez-vous, on avait fait plusieurs hypothèses en observant son attitude, mais aussi son teint cendré, sa peau tachée de rouge, son visage un petit peu bouffi avec son cou gonflé. On a interrogé un cancérologue et pour lui, la thèse du cancer est effectivement la plus probable. Écoutez. Dans la mesure où il y a un cancérologue qui est venu 35 fois, c'est qu'il y a un cancer, oui, effectivement. Si l'information est vraie, il y a un cancer. Tous les cancers ne nécessitent pas de chimiothérapie. Il y a beaucoup de cancers qui se traitent par de la chirurgie, des rayons, des comprimés, de médicaments qui ne sont pas de la chimio. Il y a l'immunothérapie, il y a ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Enfin, il y a beaucoup de médicaments contre le cancer qui ne sont pas de la chimio, donc qui ne font pas perdre des cheveux, qui ne donnent pas de stigmates. Voilà, merci Fanny. C'est intéressant d'entendre David Kayat. En gros, il dit s'il y a un cancérologue, c'est qu'il y a un cancer. C'est qu'il y a un cancer. Votre sentiment sur cette enquête, la façon dont elle est menée, ça serait une coïncidence quand même inouïe que ces médecins, toujours les mêmes, soient là au même moment que Vladimir Poutine, dans cette même cité où il y a sa datcha, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ça vous semble convaincant, Elsa ? Oui, c'est plutôt convaincant, sachant que bon, c'est une équipe qui est très respectée, l'équipe de Project. Ils avaient été fermés suite à leur reconnaissance, leur classement en tant qu'agent de l'étranger. Ils se sont reformés sous un autre nom. Maintenant, ils ont décidé de travailler justement à cause de cette guerre. En ce sens, c'est très convaincant. Après, ça pose vraiment la question, je pense, de qu'est-ce que c'est que ce leader Maximo qui nous a abreuvé pendant des années avec des images de ses performances physiques, d'un homme qui personnifiait véritablement la puissance de la nation, la puissance masculine de la nation. Et évidemment que cette information, elle nous est destinée, mais elle est surtout très utile, je pense, pour les Russes. Et puis, c'est aussi l'occasion de rappeler à ceux qui sont en ce moment les soutiens de Vladimir Poutine
que leur leader est malade, affaibli, qu'il est aussi considéré comme un criminel de guerre et que peut-être ils devraient lui trouver un remplaçant s'ils entendent défendre au mieux les intérêts de leur État. Alors on va examiner les conséquences que peut avoir une telle information. Mais d'abord, simplement sur le tableau général, Vincent, vous aussi, ça vous semble suffisamment pas étayé parce que on n'a pas précisément l'information, évidemment, on ne peut pas l'avoir, mais suffisamment sérieux. Voilà. D'abord, hommage à l'opiniâtreté des confrères de Project, parce que l'idée, par exemple, de récupérer les notes d'hôtel et de comparer les calendriers, chapeau bas. Cela étant dit, à mon sens, pardon de casser l'ambiance, le mal dont souffre Vladimir Poutine est beaucoup plus grave qu'un cancer qui, d'ailleurs, pris précocement, n'est pas fatal, le cancer de la thyroïde. Et comme le disait le docteur Kayat, peut être soigné. Le mal dont il souffre, qui est une sorte de mélange de névrose impériale et de soviétisme mal digéré, ce mal-là est incurable et en tout cas, on ne connaît pas le traitement. Et j'ajoute un dernier élément pour avoir beaucoup travaillé sur la trajectoire de tyran de Nicolae Ceausescu à Muammar Kadhafi, le Libyen. Je sais aussi l'usage qui est fait par le service de renseignement de la rumeur sur la santé de l'ennemi tyrannique. Donc, ça ne me paraît pas... on a l'impression que c'est pas de la rumeur. Si effectivement ces enquêteurs ont eu les factures, ont établi que ces médecins étaient là au même moment, bon... D'accord, écoutez, pour moi c'est assez simple. Un homme de pouvoir et singulièrement un despote est toujours un malade depuis Caligula. Il a toujours un chromosome en plus ou une case en moins et parfois les deux. Mais Vincent, est-ce que ça peut avoir... puisque vous avez travaillé sur ces sujets auprès de dictateurs ou de dirigeants très autoritaires, une incidence psychologique sur la façon dont on perçoit le monde, sur la façon dont on envisage l'avenir, tout simplement. Ça, c'est sans doute l'un des aspects les plus intéressants, c'est qu'on sait très bien aussi qu'il y a certains traitements, notamment sur des cancers, qui peuvent conduire à une altération à la fois du discernement et de l'humeur, avec des accès d'exaspération, voire de rage. C'est, pour moi, l'élément le plus fécond dans le questionnement qu'on est en train d'ébaucher ici. François Hesbourg. Au plan stratégique, ce qui vient d'être dit ne nous permet pas de répondre à la question que vous avez évoquée tout à l'heure, à savoir, en fait, quel est l'horizon temporel dans lequel Poutine pense agir. Est-ce qu'il a le sentiment qu'il va mourir dans l'année ou est-ce qu'il a le sentiment qu'il va pouvoir tenir 10 ans Je rappelle, François Mitterrand, son cancer, 14 ans. Georges Pompidou, 3 ans. Donc des durées très, très diverses. Et moi, je ne suis pas du tout médecin. Moi, j'avais entendu, j'ajoute de bonnes sources, des rumeurs circonstanciées l'année dernière qui allaient tout à fait dans le sens qui vient d'être indiqué, sans avoir les moyens par moi-même de les vérifier. Mais jamais je n'ai pu avoir la moindre indication sur la question de la temporalité. Est-ce que Poutine est un homme pressé, qui est prêt à utiliser n'importe quelle arme pour régler son compte à l'Ukraine avant qu'il ne disparaisse de la scène, ou est-ce qu'il va jouer ça comme la Russie des tsars a joué le démembrement de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, où il y a eu 3 partitions successives. Ça a pris 23 ans. Là, il a fait une première partition en 2014. Il en a visiblement entamé une en 2022. Est-ce qu'il pense qu'il peut négocier, après avoir pris le Donbass, et laisser l'armée russe et l'armée ukrainienne se refaire et remettre ça dans 5 ou 6 ans, ou est-ce qu'il est vraiment pressé? Ça, nous n'avons pas la réponse. En tout cas, moi, je n'ai pas la réponse à cette question, qui est la question fondamentale. Vous savez, on entend beaucoup que Vladimir Poutine consulte très peu ou pas du tout, par exemple, un téléphone portable. Non. Donc il n'est pas du tout branché sur l'extérieur, qu'en revanche, il passe de plus en plus de temps dans les livres, et dans les livres d'histoire, et souvent d'histoire ancienne de la Russie, et qu'il y a quasiment quelque chose de mystique dans son évolution. Donc de ce point de vue-là, est-ce que l'impact psychologique, encore une fois, de se savoir atteint d'une telle maladie, même si elle se soigne, et vous avez eu raison de le souligner, peut jouer? Oui, bien sûr que ça peut jouer. Et encore une fois, si son sentiment de mortalité est à la fois personnel et vraisemblablement religieux. Et les deux ensemble, il pense à ce qu'il va laisser de son passage sur Terre. Il a décrit de façon très précise au mois de juillet dernier
ce qu'il voulait laisser de l'Ukraine derrière lui, c'est-à-dire en fait la reconstitution de l'Empire et la disparition de l'Ukraine en tant qu'entité politique. Il y tient visiblement, mais encore une fois, est-ce que c'est un programme à court terme ou est-ce que c'est un programme à moyen terme? Et ça fait une très grosse différence en ce qui concerne la dangerosité. Quand on pose la question de l'arme nucléaire, par exemple, s'il est très, très, très pressé, la probabilité qu'il recourt à ce type de moyens est vraisemblablement plus élevée que s'il a le temps de conclure... Vous iriez jusqu'à relier ceci à cela? Oui, absolument. Mais c'est normal. J'allais dire, s'il pense qu'il va disparaître de la scène en tant que personne politiquement agissante d'ici 1 an, par exemple, ses prises de décision ne sont pas les mêmes que s'il a 10 ans. Y compris sur l'arme nucléaire. L'arme nucléaire fait partie de l'arsenal. Donc la réponse est oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser. Oui, je dis tout simplement qu'il ne regardera pas le sujet de la même façon s'il est très pressé ou s'il considère qu'il a le temps d'y aller par petits morceaux. Un jour, c'est la Crimée, le lendemain, c'est le Donbass, et le jour d'après, c'est la partie orientale de l'Ukraine, et on donne le reste aux Polonais et aux Hongrois qui n'en demandent pas tant. Oui, Vincent à mon Biillard, sens, la dimension du sacré est amplement sous-estimée depuis le déclenchement de cette crise. Souvenez-vous du meeting du stade Loujniki de Moscou, quand il apparaît soudain devant un public extatique, etc. C'est un numéro de télévangéliste, avec des références obsessionnelles aux Écritures. Le pacte qu'il a passé avec Kirill, le patriarche orthodoxe de Moscou, est un pacte, à mon sens, quasiment satanique, au sens où Kirill lui apporte une caution religieuse à son projet politique. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'évident. Alors, simplement, à propos des dates symboliques, il y a le 9 mai, oui, la capitulation de l'Allemagne nazie. Mais avant cela, il y a le 24 avril. Le 24 avril, c'est la Pâque orthodoxe. Et là aussi, il faut qu'il ait du grain à moudre par rapport, encore une fois, au soutien décisif, la légitimation religieuse que lui apporte Kirill. Donc tout ça est à mettre dans le même shaker, si vous voulez. Général Trinquant. Oui, juste 3 remarques. D'abord, bravo pour les enquêteurs. Je trouve que c'est assez remarquable de mener une enquête comme ça. Deuxième point, un cancer de la thyroïde mal soigné ou avec un effet médicamenteux néfaste a forcément un impact. Et donc, il faut en tenir compte. Je veux dire, les sautes d'humeur, etc., sont quelque chose qui sont à prendre en compte. Et troisième point, j'abonde tout à fait, il n'y a pas que ça. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'enfermement et la mythologie dans laquelle il est rentré. Et pour terminer, je suis assez d'accord avec François Hesbourg, le problème du temps est très important. Bon, alors, quelqu'un qui est mal soigné s'imagine toujours qu'il va s'en tirer. Hein, mais bon, voilà, le facteur temps est extrêmement important pour lui, bien sûr. Mais alors, je lis sous la plume de Marc Nexon du Point, qui lui aussi traite cette information, qui dit « L'analyste politique Valérie Solovey, donc un ancien professeur, semble-t-il, assez connu en Russie, défend cette thèse depuis longtemps. Et ses sources au Kremlin lui affirment qu'une opération successeur était même en préparation à la fin de l'année 2020. Donc il y a 15 ou 16 mois. Le nom de l'actuel Premier ministre, Mikhail Mishustin, revenait même le plus souvent pour prendre la suite. Puis l'état de Poutine s'est stabilisé. Il n'en a plus été question. Elsa ? Oui, il y a eu plusieurs moments où on a senti d'abord que Vladimir Poutine voulait préparer son départ, organiser une succession sous des formats assez divers en fait. Et à chaque fois, c'était un échec. Et il n'est pas très clair si Vladimir Poutine a été forcé de rester au pouvoir ou s'il l'a choisi lui-même. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu l'élaboration d'une histoire mythologique de la Russie par Vladimir Poutine, à grand renfort de livres datant de l'époque d'Ivan Grozny, et qu'aujourd'hui, on a vu aussi le développement, enfin hier et avant-hier, de textes extrêmement perturbants qui parlent d'une dénazification nécessaire de l'Ukraine, qui disent qu'on ne peut pas considérer que la population est bonne et le gouvernement ukrainien coupable de cette nazification, et qu'on s'entende bien sur les termes, puisqu'on avait du mal à le comprendre. La nazification dont il est question, c'est le rapprochement de l'Ukraine avec l'Occident à partir de 89. Donc il ne faut pas aller chercher là la question de l'existence. C'est ça qu'il entend par nazification. Oui, il ne faut pas aller chercher la question de l'existence de groupuscules nazis, c'est pas ça. Ce qui est compris comme la nazification, c'est le nazi, c'est le mal absolu. L'Ukraine est la matrice de la Russie.
l'Ukraine actuelle est une anti-Russie, il faut la détruire pour qu'elle redevienne pure. Elle est corrompue par un Occident depuis 1989. Et dans ce texte d'un propagandiste, on entend très bien dire également que la population ukrainienne dans son entier est coupable, qu'il faudra la dénazifier sur au moins une génération, donc je pense que ça répond partiellement à votre question du temps, et que à cela, on rajoute le fait que les Ukrainiens sont des criminels de guerre qui tuent les Russes ethniques et russophones dans la région. Un mot encore. Oui, j'ajouterais là-dessus, d'abord, le texte auquel vous référez est un texte qui a un statut quasi officiel, puisque c'est une dépêche. C'est de l'agence de presse Novosti, qui appartient à l'État. C'est donc pas du tout une simple élucubration d'un type à la marge. Et la deuxième chose, c'est que le patriarche Kirill, dimanche, donc avant-hier, a fait un grand show à la cathédrale militaire qui a été inaugurée il y a un peu plus d'1 an de cela maintenant, et qui reprend la thématique que vous venez d'évoquer, à savoir la lutte contre le nazisme. Autrement dit, Kirill fait pression. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Kirill était contre l'annexion de la Crimée, mais il a rejoint cette opération très tôt. Il a donné une grande messe, il a béni les différents membres du clergé, tout en disant que tous ceux qui s'opposaient à l'opération spéciale, entre guillemets, étaient des forces du mal. Absolument. Très rapidement, l'article du Point de Marc Nexon que vous mentionniez à l'instant, David, fait aussi état de Sergueï Shoigu, le ministre de la Défense, qui est un compagnon, un ami proche de Poutine, et dont on connaît la perméabilité aux délices du chamanisme. Donc je reviens à cette dimension sacrée qu'il faut avoir à l'esprit pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Oui, et ceci t'ajoute, mais ça c'est pour... je ne sais pas si c'est la petite histoire, ou si ça mérite aussi d'être considéré, c'est que Vladimir Poutine a pris l'habitude de prendre des bains de sang, de bois, de cerf. Ouais, c'est considéré comme un remède traditionnel dans la médecine chamanique. Oui, oui. Et les Russes sont vraiment très attirés, ont toujours gardé, c'est vraiment très répandu dans la culture populaire russe, le lien avec la nature, avec les forces de la nature, avec une forme d'occulte également. Ouais. Et ça fait partie des grands moyens qu'on utilise en cosmétique également en Russie. Voilà, voilà, ce serait revigorant. Merci beaucoup François Hesbourg, merci Général Trinquant, et merci à vous Elsa Vidal d'avoir été avec nous.